Alright tout le monde, salut Chuck, ça va bien? Top Yep, shape, ça on va bien est au Québec? très très bien. On est au Ball Don't Lie podcast, épisode, je pense, numéro 4. À cause que maintenant, Hmm. Chuck, tu t'es fait il y a comme tellement d'invités qui viennent sur le podcast. Je sais pas si t'as vu ça aller, là. C'est J'ai vu ça, Martin Vaillancourt, Ali Pamikala. Charles du monde des boulamites, là. C'est hop, hop, Ben hop. c'est ça, non, ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir de voir Martin, que j'ai certainement pas vu depuis à peu près 1999, mais que de ce que j'ai pu écouter, j'ai pas eu le temps d'écouter au complet, mais qui a l'air de faire une bonne job. Donc si jamais Martin écoute ça, man. Puis beaucoup de respect à Ali Ah ouais. Pamikala aussi. Qui a été un grand coach puis qui a accompli des grandes choses avec l'Université Bishops. Donc voilà, un gros shout-out à ces deux-là. Ouais, puis là, c'est ça, j'ai d'autres affaires, j'ai d'autres petites surprises qui s'en viennent là, pour le Ball Don't Lie podcast. Là, d'ailleurs, j'ai des demandes pour faire des choses en anglais aussi. Fait que ça se peut que là, aujourd'hui, j'avais une entrevue avec des athlètes olympiques là, américains et canadiens qui veulent peut-être participer à des trucs. Fait que là, en tout cas, ça s'en vient. Je vais peut-être obligé de faire quelques affaires en anglais aussi de temps en temps, mais je veux garder quand même une connotation en français quand même parce que je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu, qu'on puisse juste avoir une discussion dans le fond. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça, Mhm. que je vois le podcast. Qu'il y ait 100 personnes qui écoutent, qu'il y ait 5 personnes qui écoutent, c'est pas important, c'est juste d'avoir une discussion euh, qui fait Mhm. avancer peut-être les choses en tant que telles. Puis là, aujourd'hui, je veux qu'on Mhm. commence dans le nœud du sujet. Je sais pas combien de temps qu'on va en parler. Ça va être en français aujourd'hui. Peut-être que maintenant on va le faire en anglais, moi puis toi, mais là, pour l'instant, ça va être en français. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse Mhm. une fois semaine en français, une fois en anglais. On verra. Pas de problème. Ben, je sais que tu n'as pas de problème avec ça. Euh, Première chose que je voulais savoir, j'ai entendu parler que ça n'a aucun rapport avec de la grande discussion de la première question, mais juste, y a-t-il vraiment un hymne national en Europe lors de des games ça a comme pas rapport avec les nationales du pays, c'est comme les nationales du Non. sportif? Moi, à ma connaissance, l'hymne national, c'est un concept très nord-américain. Pas le fait d'avoir un hymne national, bien sûr, c'est mondial, mais de chanter un hymne national avant un match de sport, c'est pas quelque chose qui est en Europe, à moins d'un contexte particulier, une finale de l'Euro. Ouais. Je pense que peut-être même, ça faudrait que je le vérifie, parce que comme je savais pas que tu allais nécessairement parler de ça, donc j'ai pas de Non, recherche qui je est lance faite ça, là-dessus, là. mais peut-être avant toutes les games internationales, c'est le cas, mais absolument pas avant les games de sport. Même quand ça concerne, par exemple, des Coupes d'Europe, ou par exemple, par exemple, nous hier, on joue en Belgique, ben, avant le match, tu n'auras pas l'hymne national français et l'hymne national belge. Qu'est-ce qu'il va Euh, avoir avant le match? rien du tout. Il y a la Ligue des champions au soccer et l'Euroleague qui ont leur hymne à eux. Ah, c'est ça que j'ai entendu Euh, alors. C'est ça que j'ai entendu à quelque part. Eux, ouais, ouais, ouais. ça, c'est l'hymne genre L'hymne du. L'hymne des champions, c'est Ok. même relativement connu parce que c'est pas une reprise, mais une espèce un remix, si je peux m'exprimer ainsi, d'une chanson de Georges Frédéric Handel, qui était compositeur à la cour d'Angleterre et qui est d'ailleurs euh, l'hymne avec lequel il couronne les rois d'Angleterre. Là, comme bon, je t'assure, j'ai pas un Wikipédia ouvert devant moi, mais Ah, de mais là, mémoire, je t'en demande beaucoup comme ça, out of the blue. Là. Je sais que je, t'as un je cerveau qui est pense que si capable. je Là. peux si ma culture générale est pas trop mauvaise, je pense que c'est le Coronation Anthem qui a été modifié un peu pour créer de Champions Anthem. Donc voilà, ça c'est dans le cas du foot. Au basket, l'Euroleague a son Devotion, la OK. chanson Devotion qui est leur hymne. Qui est joué avant tous les matchs avec les joueurs alignés sur le terrain, un peu à la manière du soccer, c'est-à-dire qu'eux, ils Ah se mettent ouais. pas face à face, ils se mettent côte à côte, seulement le 5 majeur de chaque équipe, ils se mettent côte à côte pour écouter l'hymne Devotion de l'Euroleague. Voilà, mais il n'y a OK. pas les hymnes des pays. OK, ça marche. C'est juste une petite affaire comme ça, parce que des fois, ici, on voit tout le temps un type de truc, mais tu sais, puis là, à m'informer, puis là, sur mon Facebook, des fois, ce que j'aime de Facebook, c'est qu'il y a du monde qui m'envoie Ah, tu sais, à telle place, ça se passe pas comme ça. Moi, c'est d'ailleurs pour Ouais. ça que j'utilise Facebook beaucoup, parce que je peux avoir des interactions, puis comprendre un peu ce qui se passe dans notre société, puis je trouve que c'est un beau moyen de s'ouvrir des fois, là, et non juste de se renfermer. Ouais, ouais. Non, Euh, je suis d'accord.
avec toi parce que l'hymne national, tu sais, sans nécessairement être pour ou contre ou sans prendre une position, parce que Ben, moi, c'est j'ai avec pas la nécessairement. NFL, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, là. J'ai pas un avis très tranché là-dessus, mais c'est important de se dire aussi que l'hymne national, par rapport à ta question, moi, si on le joue pourquoi? Ben parce que l'année passée, on le jouait, puis l'année passée, on le jouait pourquoi? Parce que l'année d'avant, on le faisait, puis éventuellement, on se pose même plus la question pourquoi on le joue, c'est pas une tradition de faire. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est obligé ou traditionnel partout dans le monde. Non, C'est c'est vraiment ça. quelque chose qui est typique à l'Amérique du Nord et aux Américains, tu sais, qui eux chantent l'hymne national en rentrant à l'école le matin, chose que nous on faisait pas au Québec, en tout cas pas quand moi j'allais à l'école. Fait que puis en France on chante pas la Marseillaise dans les écoles le matin en rentrant non plus. C'est bon. Bon, hey, on tombe dans notre sujet aujourd'hui principal. Je voulais parler de la NBA. Je t'avais parlé la dernière fois que Ouais. je trouvais qu'on était dans l'âge d'or de la NBA. Moi, j'étais un point guard dans l'âme quand j'étais jeune. À un moment donné, on a essayé de me convertir en shooting guard. Puis après ça, je suis revenu en point guard. Puis là, genre, c'est là que j'aimais être. Puis là, je trouve que c'est l'âge d'or de la NBA au niveau d'avoir autant de qualité point guard, mais autant aussi de différents types. Puis je voulais voir avec toi, dans le fond, moi, j'ai ma réponse à moi. Mais toi, dans le fond, là, disons que tu es un GM NBA tout de suite, puis ton objectif, c'est de gagner les 3 prochaines années de la NBA, un championnat de la NBA. Tu peux prendre ton point de garde que tu as présentement, tu peux le lancer à n'importe qui, puis tu peux juste faire un switch, puis genre se dire, hey, je vais prendre lui. OK, ça marche. À n'importe quelle équipe, ça marche. Toi, t'es n'importe quelle équipe aussi, mais tu veux gagner, là. OK, tu veux gagner un. Tu veux pas, genre, être dans les playoffs NBA. Tu veux pas, genre, aller, genre, Eastern Conference. Tu veux gagner la finale. C'est qui le gars que toi, tu prends tout de suite, là maintenant, 2017? C'est vraiment, vraiment dur. J'ai réfléchi à cette question-là. C'est vraiment dur d'avoir un clear-cut answer, mais je vais éventuellement me mouiller un peu. Euh, Ah, il faut! il faut faut se bon, mouiller. puis, de toute façon, c'est peut-être même pas tant le choix que la justification du choix Voilà. derrière. Euh, Parce que je pense pas qu'il y a un point de guard en NBA qui est sans faille. Je pense qu'ils ont tous, au moins les meilleurs, une vraie lacune. Pour moi, le point de garde le plus complet en NBA, mais paradoxalement, il n'a pas nécessairement prouvé grand-chose collectivement, c'est Chris Paul des Clippers. Je pense que je pense que mon choix s'arrêterait sur lui parce que je pense que Chris Paul pourrait s'adapter à peu près à n'importe quel type de situation sans être une faiblesse défensive parce que c'est un très bon point de garde défensif. C'est probablement le meilleur passeur de la NBA. À tout le moins, c'est pas lui, c'est à peu près lui. Je pense, moi aussi, j'avais déjà regardé les stats avancées sur Synergie il y a un certain temps. C'est le point guard le plus efficace sur pick and roll de la Ouais. NBA. Donc, je pense que lui, tu peux le mettre avec à peu près n'importe quel package autour de lui. Puis pour moi, offensivement, il a vraiment tous les outils. Il peut shooter derrière le pick and roll, il peut shooter à 3 points tout court, il peut se créer sa shot, il peut tirer à mi-distance, il y a un floater, il peut trouver les bigs qui roulent au panier. Pour ça, il peut les trouver. Ouais, puis disons qu'il est quand même bien nanti en termes de big qui peuvent aller la chercher haute, mais il peut trouver des shooters. Donc pour moi, il est complet, puis il est bon défensivement. Puis je pense qu'en termes humains, bon, des fois, il attaque un peu à ses coéquipiers à l'entraînement, mais je pense que globalement, il est assez respecté, établi, puis il n'est pas non plus trop vieux encore, parce que Ouais, ok. le fait que Ouais, ouais. tu m'as dit pour les 3 prochaines années, Trois la question prochaines. était si la question était pour les 6 ou 7, il va commencer à être vieux vers le back-end. Fait Non, que, mais en fait, mais ma je pense question, pourquoi j'ai posé cette question-là, pas juste sur 3 ans, c'est qu'à cause de les mouvements de la NBA maintenant des joueurs, ben, tu sais, il y a que 3 ans, LeBron, il jouait avec Miami, puis juste un petit peu avant, il était avec Cleveland, puis là, Durant a changé, puis là, l'année prochaine, DeMarcus Cousins, où il va être. Fait, tu sais, c'est juste qu'on ne sait ouais, jamais, tu sais, la NBA, maintenant, ouais. le monde ont des contrats de 2 ans, L'autre, tu sais, fait que, les deux autres, pour moi, il y en a peut-être 3 autres même ouais, avec ouais. lesquels bon, il y a une vraie hésitation, mais je t'explique pourquoi je les ai pas pris. Bon, après, je pense que celui qui a été le meilleur point guard sur les 2 dernières années, c'est certainement Steph Curry à Golden State. 2 fois MVP, c'est dur d'argumenter contre ça. Il a gagné le championnat. Donc même, des fois, je me dis, je suis un peu cave de ne pas prendre Steph Curry parce que je pense que c'est aussi
à peu près, même encore aujourd'hui, là, c'est sûr que c'est faussé parce qu'ils ont tellement de scoreurs à Golden State, mais disons, il faut quand même pas oublier ce qu'il a fait l'an passé. Puis c'est quand même la plus grosse arme offensive, imprévisible, qui peut prendre n'importe quel tir à n'importe quel moment, puis qui doit tellement être compliqué à faire ton game plan de jouer contre lui. Après, peut-être pourquoi, si j'avais gagné le championnat, je prendrais peut-être plus Chris Paul. Curry, il y a vraiment une lacune défensive qui est importante à mon avis, puis qui fait que par exemple Cleveland a un peu trouvé la faille en playoff en disant ben, en fait on va think outside the box un peu, on va faire nos pick and roll avec Kyrie Irving qui va poser l'écran comme ça, comme c'est une équipe qui switch beaucoup, ils n'auront pas le choix de switcher Stephen Curry sur LeBron Sur James, puis on LeBron. va attaquer. Ben, Ouais. c'est ça. Sauf Ouais, mais ça, en en même même temps, temps, si c'était Chris Paul, il aurait fait la même chose, j'imagine. c'est exactement ce que j'allais dire. Fait que bon, c'est pas clair que Chris Paul aurait nécessairement été mieux dans la même situation que Steph Curry. C'est pour ça que je pense que mon choix 1A, 1B, ce serait Paul puis Curry. Puis OK. l'autre que j'entrais en discussion, à qui on pense peut-être pas nécessairement, parce que historiquement, on pense pas vraiment à lui comme un point guard, mais James Harden, c'est une sacrée machine en attaque. Puis James Harden, il y a une chose que les deux autres n'ont pas, c'est que James Harden, il est 6 pieds 5. Ah ouais. Et puis il est costaud. Fait que ça n'a jamais été, ça n'aura jamais été un défenseur d'élite. C'était même l'année dernière un des pires défenseurs de la NBA, mais cette année, il fait plus Ouais, ça d'efforts. a l'air qu'il Ce s'améliore, qui là, quand fait, même, là. ce qui fait que, bon, je pense quand même que ce joueur-là peut être au moins un défenseur moyen. Puis je pense que si tu l'entoures de la bonne façon, je pense que camoufler les lacunes défensives de James Harden, c'est un peu plus facile parce que Harden, il est grand, il est relativement lourd. C'est-à-dire que déjà, si tu le switches sur LeBron James, bon, le différentiel de taille et de poids est moins grand. Voilà. Il est vraiment, vraiment fort passeur, James Harden, Oh, sur ouais, pick c'est and roll. incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait. Sur les pick and Puis roll, lui, il puis peut sur te mettre. la. Ouf, lui, C'est- il voit bien le jeu. Là. Il passe aux bonnes personnes. Moi, je le voyais quand il était à OKC, puis il était off the Ouais, bench, c'était là, le Manu Ginobili. J'en revenais pas. ouais, J'étais comme, waouh, le gars, il va à la ligne tout le temps. ouais. Puis le gars, il passe le ballon vraiment bien. Mhm. Je trouve qu'il y a eu Ben, de la mauvaise rep un peu de ce temps-ci, alors que c'est tout un joueur de basket, là. ben, Harden, c'est juste que, bon, puis je pense que les Américains diraient he brought it upon himself, là, un petit peu aussi. La situation à Houston dans les dernières années, puis particulièrement l'année passée, bon, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a 2 ans, il était en finale de conférence, donc c'était l'équipe un peu on the rise, puis ils ont juste fait un des gros setbacks des dernières années avec l'année dernière, où après, je pense après même pas 10 matchs, peut-être 5 matchs, ils ont congédié le coach, puis Incroyable. Dwight Howard était pas intéressé, puis bon, il est arrivé un peu n'importe quoi à Houston, ce qui fait que puis Harden est responsable d'une partie de ça. Ouais. On ne le dédouane pas de sa responsabilité, mais maintenant qu'ils ont le coach parfait pour ce genre de situation-là, puis D'Antoni a eu la bonne idée de le mettre, de le changer de point de Bang! jeu pour dire Point guard. on va se passer à nous-mêmes, c'est lui qui va runner le show, c'est lui qui va faire les passes à partir du pick and roll, puis en plus, ben, c'est un gars qui peut, j'ai envie de te dire, même pas 40, c'est un gars qui peut scorer 5. Fait que, Ah ouais. il y a vraiment le package offensif complet. Puis pour moi, ces lacunes défensives, je pense qu'elles sont contournables par le reste de ton équipe. Ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment à Houston. Puis c'est probablement Mais pour ça que. dis-moi, lacune défensive, des fois, James Harden, juste comme ça. Je suis d'accord, tu sais, j'ai vu. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu trop, genre, disons, il y a eu une mauvaise séquence à mener sur Internet, là, des affaires qui passaient sur James Harden, qui il faisait Mm. genre, il essayait à peine, là, tu sais. Là. Mais tu sais, si Ouais, ouais, moi, c'est je ça. m'assois devant une game, tout ça, c'est pas la première chose que je vais voir, là, c'est lacune défensive, là, tu sais. Surtout Non, cette année, là, tu sais, je suis comme, c'est surtout qu'avant, il essayait même pas c'est des ça. fois. C'est surtout ça. Après, moi, tu peux difficilement me convaincre qu'un gars qui a cette shape-là, puis ce genre d'explosivité-là, parce que James Harden, pour moi, c'est un des athlètes les plus sous-estimés de la NBA. Je suis tombé sur un truc intéressant l'autre jour que je disais que, à revérifier, mais il disait que James Harden, il y a un endroit d'entraînement sur la côte ouest américaine près de Los Angeles qui s'appelle P3. Je pense que c'est à Santa Barbara, puis beaucoup d'athlètes vont s'entraîner là, puis sont comme à la fine pointe de la technologie OK. sur un peu tout. Puis ils mesurent certaines habiletés de certains athlètes à faire des choses un peu comme dans les combines Ouais. de NFL, mais pas que pour des joueurs recrues. Puis en fait, c'est un journaliste qui disait qu'il
il y a un des records athlétiques là-bas, c'est James Harden qui le détient, puis c'est la meilleure décélération. Puis ça, c'est une qualité OK. extrêmement importante au basket, parce que c'est celle qui fait que quand tu accélères à pleine vitesse, tu veux te créer de la séparation avec ton défenseur, puis là, tu freines pleine vitesse pour te créer l'espace que tu as besoin pour prendre ton petit mid-range jumper. Il est titanant avec ça, lui. Ouais. C'est ça. Puis en fait, il y a la... Mais Donc puis ça, c'est aussi, une qualité aussi quand il décide de faire son European genre layup, là, tout d'un coup, il va à son Eurostep, là, ouais. pleine vitesse, puis là, tout d'un coup, genre, hop, hop! Là, j'étais comme, hein, de Ouais. où il a sorti ça? C'est parce que Ben, t'as c'est ça, l'impression que le reste de la pour faire planète, ça aurait brisé le genou là-dessus, là. c'est ça, pour l'Eurostep. Puis c'est ça, puis ça démontre, après, les gens qui sont des scientifiques du sport t'expliqueraient, bon, tu sais, la force appliquée en Newton par le quadriceps, par les fessiers, puis les muscles puissants des jambes. Mais Harden, qui est un gars qui n'est pas nécessairement reconnu pour être un high flyer, même s'il a... Ouais. Hey Chuck, on arrête. Stop. Stop. Bon, c'est bon de retour à Ball Don't Lie. On a eu un petit peu de difficulté avec la technologie, hein, c'est pas de notre faute. Bon, tu parlais de James Harden, mais en effet, c'était un meilleur Ouais, athlète un peu que qu'est-ce qu'on lui donnait aussi, là. oui, donc un gars qui a des qualités athlétiques comme ça, puis qui fait 6 pieds 5, 215 livres, mettons, ou 220 livres, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour être au moins un défenseur moyen s'il essaye. Oh, ouais. Je pense que là, en fonction de comment tu l'entoures, je veux dire, si tu mets James Harden à la place de Chris Paul aux Clippers à Los Angeles avec DeAndre Jordan puis Blake Griffin pour finir ses passes, d'après moi, ça se passerait bien pour lui. Fait Moi, que Harden, je vais faire la différence. j'ai de la misère un petit peu avec Chris Paul. C'est que, disons, Chris Paul, j'ai comme donné son bénéfice du doute parce que j'avais un bon ami que tu connais aussi, Vincent Thériault, qui m'a appelé un jour, puis il était comme genre, Doom, je suis genre en Caroline du Nord, il y a un gars que tu devrais voir jouer, puis là j'étais comme, c'est qui? Là, il dit, son nom c'est Chris Paul, je joue avec lui dans mon AAU. Là, il mesure combien? 6'5"? Là, non, il est genre 6 pieds. Là, j'étais comme, il donne-tu partout? Je dis non! Il shoot-tu comme un malade? Non! Il dribble-tu comme un fou? Non! Mais je te dis, il est trop fou, genre, j'ai comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, à cause de ça, genre, vu que j'avais comme une histoire personnelle, genre, j'avais genre un lien quasiment familial avec Chris Paul, j'ai laissé un peu plus de temps. Sauf que là, dans le fond, tu sais, quand même, on était avancé dans la carrière. Je vais pas mettre ça juste son dos, dans le fond, ce qui se passe avec les Clippers ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière. Mais je me demande si ce type de point guard-là, parce que moi, pour moi, les point guards, c'est assez important, surtout en fin de partie. Moi, je trouve que disons, en fin de partie, c'est là que tu délimites un peu c'est qui les meilleurs point guards, parce que les 2 dernières minutes du basket, ça ressemble pas à beaucoup d'autres sports. Il n'y a pas beaucoup de sports comme ça. Tu as des décisions à prendre, il faut que tu ailles chercher tes looks, le temps roule, tu as beaucoup de décisions à prendre, puis tu n'as pas tout le temps des temps morts que tu peux juste caller, même s'il y en colle beaucoup dans l'NBA, là. Mais tu peux pas tout faire. Là, fait que le point de guard est ultra important, la pression est importante, puis je trouve que soit que Chris Paul, il faudrait qu'il change d'équipe immédiatement pour qu'on puisse savoir vraiment là, qu'est-ce qui arrive, ou soit qu'il ne joue pas avec Blake Griffin. Parce que genre, il faut qu'il se passe quelque chose là, parce que j'ai de la misère à le mettre dans le numéro 1. De mon côté, j'ai comme de la misère à le mettre dans le numéro 1 parce que son track record tout de suite, il m'a pas montré nécessairement ça. Puis j'ai trouvé quand même qu'il y avait des bonnes équipes. Là, mais c'est sûr qu'ils ont été badlockés des fois avec des blessures aussi, des choses comme ça. C'est ça. Le problème des Clippers, c'est qu'ils ont tellement eu de bad luck de blessures. Après, il y a certaines des bad luck qui se sont emmenés eux-mêmes aussi, comme Blake Griffin l'année passée. Mais après, ça prend quand même, puis ça, n'importe quel bon coach en NBA ou n'importe quel coach tout court va te dire que ça prend quand même une certaine quantité de chance pour gagner. Puis je pense que eux, ils ont pas nécessairement eu vraiment la chance de leur bord parce que, en fait, leur vraie équipe, on n'a jamais su à quel point elle pouvait aller ou pas. Il y a une année peut-être où ils étaient tous en santé, sauf que puis ils ont fait les cons contre Houston d'ailleurs, puis ils menaient 3-1 dans la série, puis ils ont fini par la perdre. OK, bon, après, je veux dire, si tu isoles une saison des Spurs ou une saison de plein d'autres bonnes équipes, ils ont aussi fait les cons des fois. Fait que Paul, puis bon, à Nouvelle-Orléans, il y avait quand même clairement pas une équipe qui avait le niveau pour ça, on peut pas lui en demander trop non plus. Là. Paul, je l'ai vu avec la balle dans les mains contre les Spurs il y a 2 ans, Game 7, pour marquer le panier gagnant à quelques secondes presque au buzzer pour éliminer les Spurs dans une des meilleures séries de playoffs qu'il y a eu dans les 5-6 dernières années. Paul, il est clutch, il met les shots dedans.
pour moi, c'est pas qu'il a pas réussi sur le biggest stage, c'est juste qu'il a jamais vraiment réussi à monter sur le stage. Puis il en est peut-être un petit peu responsable, à mon avis, pas complètement. Mais le truc, c'est que je le trouve tellement fort dans tout ce qu'il fait, puis Mhm. dans tellement peu de faiblesses, que j'ai de la misère à croire qu'il serait pas bon s'il était sur le biggest stage. Ouais, ouais. Mais Mais après la moi, position était. c'est sûr que tout de suite, là, tu sais, dans le fond, dans ce que tu me dis, moi, puis je comprends, là, tu sais, Chris Paul, genre, tu sais, la discussion est là, mais moi, présentement, je regarde ce que Steph Curry il fait, puis j'ai comme pas le choix, genre, si je suis un GM, tout de suite, de dire, hey, je vais y aller avec Steph Curry. Puis c'est pas nécessairement pour ce que le monde pense tout le temps. Tu sais, je trouve que Steph Curry, là, bizarrement, là, il y a de la mauvaise représentation sur lui. Parce que moi, j'écoute beaucoup de games des Warriors, j'aime bien les voir jouer, j'aime comment Curry s'occupe de cette équipe-là, j'aime le feeling général. Fait que des fois, je me couche vraiment tard pour les voir jouer. Euh, ouais. Mais ce que j'aime de Curry, en fait, c'est pas ses shots à l'emporte-pièce. C'est ça, genre, tu sais, comme, obviously, genre, ça a comme pas rapport. T'sais, des fois, quand il prend des shots, t'es comme genre, mais voyons, qu'est-ce qui arrive? Mais ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'aime le plus, dans le fond, de lui, c'est ce qui arrive cette année. Je savais que ça allait faire ça, parce que, tu sais, je sais pas que je le connais, là, mais je connais, on voit un peu quel type de joueur c'est. Kevin Durant arrive dans son équipe, je me dis, il va reconnaître rapidement que le meilleur joueur de son équipe offensif, okay, le plus efficace, c'est Kevin Durant. Puis il niaisera pas, il commencera pas à faire du hero ball. Puis cette année, j'ai trouvé qu'il a comme diminué le nombre de shots. S'il en prenait 6 par partie, des genres de dribble entre les jambes, puis genre niaise les gars, puis shoot, maintenant il en prend 3. Il a diminué un peu son nombre de shots à l'emporte-pièce parce qu'il réalise, dans le fond, qu'il n'est plus obligé de faire tout le temps ça. Fait que ça, c'est le numéro un. Je trouve qu'il est intelligent, puis il est, en anglais, self-aware, dans le fond. Là. Même si tout le monde lui dit que, à quel point il est incroyable, il dit, ouais, ouais, c'est beau, là, mais là-bas, il y a un gars qui s'appelle KD, c'est lui, genre, le next level aussi. Là. Fait que ça, genre, je trouve ça vraiment nice. Deux, j'aime beaucoup comment il se déplace sans le ballon. Là. Hier, j'écoutais une autre partie. Il va driver, il attire tout le monde, il passe la balle, puis là, après ça, boum, il s'en va à un spot. Puis là, les gars, ils savent, dans le fond, le monde, il y a eu des switches, tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe pas? Curry se ramasse tout seul aux 3 points. Puis là, il est deadly, là, il ne manque jamais. Puis la troisième chose que je trouve vraiment hot de lui, en fait, puis ça, peut-être à cause que je prêche pour ma paroisse en tant que point guard, puis j'avais appris ça quand j'étais allé avec l'équipe nationale essayer avec Jay Triano, c'est la façon qu'il fait des écrans. Je trouve que c'est underrated, genre la façon. Pourquoi il est autant open, Curry? C'est il fait des vrais écrans, là, comme des vrais écrans à Klay Thompson. Il fait des vrais écrans à Draymond pour qu'il roule. Quand il fait des écrans off the ball, il connecte le monde. Puis à cause de ça, je trouve qu'au bout de la ligne, c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Puis la dernière option, en fait, c'est la magie que, à partir du moment qu'il rentre dans le gymnase, à partir du half-court, il faut que ta défensive sache où à tout moment. Fait que ça doit tellement créer des problèmes en termes de. J'entendais LeBron James parler de ça à un moment donné, il dit ben, c'est que normalement, pendant toute notre saison, on apprend à défendre genre d'une façon toutes les équipes. Mais cette équipe-là, lui, genre, quand il est 1 contre 3, faut penser qu'il va shooter une 3 points. Puis il faut penser que c'est une bonne shot parce que c'est Steph Curry. Puis même si ça fait pas de sens, parce que ça fait pas de sens ce qu'il fait, ben, il faut que tu le gardes, mais faut pas que tu le gardes aux 3 points. Il faut que tu le gardes 4 pieds derrière le 3 points. Hey, ça commence à être loin en salle pour mettre des double teams. Là. Voire même 10 pieds derrière la ligne à 3 points. Puis c'est Non, un je pense gars que là où unselfish en plus. Fait que là, t'es comme, oh, qu'est-ce qui arrive avec ça? là où je te rejoins, c'est que je pense quand même, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, que s'il y a vraiment qu'un côté au terrain, le meilleur point de garde offensif de la NBA, puis qui est même dans la discussion dans l'histoire de la NBA, il n'y a pas eu beaucoup plus dangereux que Steph Curry. Puis même, c'est-à-dire être une menace, comme tu dis, lui, il pourrait décider qu'il se met une tente de camping 15 pieds derrière la ligne à 3 points. Tu vas être obligé de mettre un de tes 5. 20% de ta défense va être obligé d'être là. Ah ouais. Parce que tu lui mettrais la balle là, puis il y a une chance qu'il le mette dedans. Après, comme je dis, je pense que rendu là, il y a une espèce de consensus général en NBA sur l'espèce de trio Curry, Paul, Westbrook sur les 3 points de garde. Tu m'amènes sur Westbrook, je suis content. Au prochain point, mais comme, bon, les 3 points de garde d'élite, puis je mets Harden en guillemets, parce que Harden a toujours été considéré comme un 2, fait que disons qu'avant cette année, on mettait pas Harden, on le mettait plus, on disait que Harden c'était le meilleur 2 de la NBA, donc, bon, après, des fois, c'est un peu pick your favor, ils ont chacun leur force, moi, Paul, pour moi, c'est
je pense que c'est peut-être le plus steady des trois. Puis Curry a quand même, sur le biggest stage, il n'a pas été si convaincant que ça les Vrai. 2 dernières. Peut-être qu'on peut lui donner un flyer parce qu'il a été blessé en première ronde, puis il était peut-être pas à 100% sur la suite des choses. OK, mais après, bon, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, ben, if you snooze, you lose. Il était en finale, puis il l'a pas gagné, puis c'est son problème. Puis l'année d'avant, quand même, bon, ça démontre aussi la belle équipe que les Warriors avaient, que Iguodala a gagné l'MVP de la finale. Sauf que, mine de rien, c'est quelque chose qui est jamais passé proche d'arriver avec Michael Jordan ou avec Shaquille O'Neal ou avec des grands joueurs comme ça ou les Rockets. Ouais, je Donc, pense pas que donc Curry, je pense qu'il restera toujours, même s'il est inarrêtable par moment, je pense qu'il va toujours rester humain. Je pense que c'est ça sa beauté un peu, là, c'est que si tu mets un Matthew Dellavedova genre sur lui puis qu'il le brasse comme un innocent, comme il s'est passé dans cette finale-là, tu sais, il est pas si gros que ça. Il va être tanné, là, comme il va être tanné. C'est pas un gars qui est très physique. Fait, je pense que il reste humain. Là, ça restera que si LeBron James il switch sur lui, il aime pas ça tant que ça. Là, mais juste m'amener genre tu m'as amené sur Westbrook parce que tu l'avais pas nommé dans tes top 3. Puis tout le monde, je t'ai laissé le choix. Tout le monde aurait été GM, tu l'as pas choisi. Pourtant, il y a du monde qui m'arrache les oreilles complètement avec ce joueur-là, plus que n'importe quel joueur sur la planète présentement. Alors, je veux savoir pourquoi il n'est pas dans ton top 3, genre, dans ton top 1 genre, de joueurs pour gagner une finale NBA. Russell Westbrook, moi, mon appréciation de lui, la première chose, je dirais, Russell Westbrook, il est incroyable. C'est un joueur de basket phénoménal. Comme la NBA, on n'a pas connu beaucoup. Après, par rapport aux autres que j'ai nommés, je pense que j'aurais des doutes sur la capacité de mon équipe à jouer avec lui. Parce que, après, moi, ce que j'y donne à Westbrook, parce que, pourquoi je pense qu'il est phénoménal? Moi, il y a une chose que j'admire énormément de Westbrook. Bon, au-delà de ses qualités athlétiques, ça c'est facile de le dire, parce que c'est peut-être le joueur ou le point guard est tout le moins le plus athlétique de l'histoire de l'NBA. Ça prend juste des yeux, ça. C'est ça, n'importe qui a des yeux peut voir ça. Mais moi, ce que j'y donne vraiment à Westbrook, c'est son moteur. Parce que, bon, il va finir avec un triple-double de moyenne sur la saison ou pas loin de. Puis tant mieux pour lui qu'il a réussi. Puis en scorant 30 points par game. Puis peu importe après la qualité ou la façon dont il fait. Parce que mine de rien, Oklahoma City, depuis qu'ils ont plus de Durant, c'est quand même pas une équipe exceptionnelle. Ils ont des bons joueurs. Ils ont Steven Adams. Ça, des fois, justement, juste une petite parenthèse. Ils sont meilleurs que ce que le monde dit. Sont quand même. Ibaka, ils l'ont pas perdu. Ils sont allés chercher Oladipo qui était un bon joueur à Orlando, là, quand même. Là. Puis Domantas Sabonis, qui est quand même. Sabonis qui est bon. Là, fait des fois, c'est juste. Le monde qui me dit qu'il est tout seul. Je suis comme, ouais, Steven Adams, l'an passé dans les playoffs, il était malade. Là, il est pas bon. Là. Après, je veux dire, Steven Adams, si tu fais le listing des meilleurs 5 de la NBA, bon, c'est pas DeMarcus Cousins, c'est pas même pas Hassan Whiteside, c'est pas DeAndre Jordan, je pense que tu prendrais Rudy Gobert avant lui. Je comprends ce que tu veux dire, là, quand même. Just going off the top of my head. Là. Mais tu sais, pour moi, son équipe, Oladipo, c'est un joueur correct aussi, c'est un bon joueur, mais je veux dire, il n'est pas entouré de superstars. Mine de rien, son équipe, elle va finir avec à peu près 47, 48 victoires dans l'Ouest. Puis tu sais, quand tu y penses, c'est surtout que comme il manque pas beaucoup de games, je vais pas regarder s'il en avait manqué ou combien il en a manqué. Non, je pense pas tant que ça. Là. Si tu joues 80 games, mettons, sur les 82, puis tu finis ton année à 30 points, 10 rebonds, 10 assists, ça veut dire que dans une période, la NBA, ça commence quoi, le 25 octobre, ça finit à peu près le 15 avril. Fait que ça veut dire que, je fais le calcul, là, ça te fait quoi, même pas 6 mois. Entre 5 mois et demi et 6 mois, t'as scoré 2400 points, t'as pogné 800 rebonds, puis t'as fait 800 assists dans la NBA. Ouais, mais pourquoi toi tu le prends pas pour les finales d'abord? C'est ça ma question. Ma question, je veux parler au coach, je veux savoir pourquoi. Ça te prend un sacrement de moteur. Ouais, voilà. OK. Donc, pour tous les fans de Westbrook, moi, c'est ce que je pense. Pourquoi je le prends pas over d'autres gars comme Paul, comme Curry, comme même Harden? Parce que pour moi, il est dans sa tête. C'est un peu, je vais te donner un exemple précis. Tu as un orchestre symphonique, tu leur donnes toute une partition, puis tu prends le meilleur guitariste électrique au monde, tu le fous là-dedans, puis le gars, il commence au pif
à te jouer un solo incroyable d'un grand guitariste en plein milieu d'une toune de Mozart, même pas accordé dans la même clé. Fait que tu aurais deux constats que tu pourrais faire. Tu pourrais dire, OK, ce qu'il est en train de jouer, c'est complètement cacophonique, puis c'est pas très beau. Par contre, le gars, il est vraiment fort à la guitare. Comme, le gars, c'est un sacrement de guitariste. Mais ce qu'il joue, ça a juste aucun intérêt par rapport à ce qui est joué derrière avec la partition collective. Donc, c'est mon image. Westbrook, pour moi, il me donne un peu cette impression-là d'être un espèce de génie, mais qui est comment tu l'intègres à travers ce qu'une équipe veut faire. Je pense que c'est l'espèce de lutte puis d'espèces de questionnements que le Thunder ont eu pendant tellement d'années, mais il est tellement talentueux que tu peux pas non plus juste dire ben on va pas le garder ou on va le trader. Donc ils ont essayé pendant des années de faire en sorte que ça marche avec lui et Durant. Malheureusement pour eux, ils ont quand même eu une fenêtre qui s'est commencée, je pense, ils ont fait quoi la première finale qu'ils ont fait, c'était en 2012, si ma mémoire est bonne. Peut-être, ouais. Parce qu'en 2011, c'est l'année que les Mavericks ont gagné. Fait que 2012, 13, 14, 15, 16. Fait qu'ils ont quand même eu 5 années en playoff. Ou bon, Il y a eu des blessés à normal qu'une Mané, année. mais. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme il y a une année, tu vas pas gagner. La chance, c'est pas de ton bord. Kevin Durant s'est blessé. Puis là... Mais bon, au final, tu as fait 5 ans. T'es jamais tu l'as pas gagné. Bon, fait que moi, je pense que Westbrook, il y a un côté là-dedans, les questionnements avec Kevin Durant, puis qui prend la balle, puis Durant est frustré des fois, mais il veut pas le dire parce que c'est un bon gars. Puis je pense que toute cette espèce de dynamique-là, je pense pas que cette dynamique-là, comme tu disais tout à l'heure, elle arrive avec Steph Curry. À tout le moins, ils sont en train de le prouver avec les Warriors. Je pense pas qu'elle arriverait avec Chris Paul non plus, parce Non. que Chris Paul, c'est un manager, il sait comment Voilà. gérer ces choses-là. Puis pour moi, Westbrook, il joue un peu dans sa tête. Donc, mais il Mais est tellement fort que des fois, tu peux pas moi, ce que l'arrêter. j'aime pas, en fait, c'est que j'ai jamais vu un joueur prendre autant de lancers sans avoir passé la balle à ses coéquipiers. Tu sais, disons, il va faire ce qu'on a, tu sais, les vieux longs deux, genre. Il lance des longs deux. Puis, tu sais, je suis comme, quand ça rentre, je suis comme, alright, c'est beau. Mais tu sais, les autres, tu sais, j'ai déjà coaché un peu, puis j'ai déjà joué. Là. Tu sais, le commentaire qu'on dit tout le temps quand on joue des games comme ça, là, puis à pur instinct, des fois, on dit ça, genre, on va vivre avec. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai l'impression que Ouais. quand les Spurs jouent contre eux, là, puis je suis pas dans la tête à Popovich, là, mais je regarde les games, là, puis je suis comme juste, on va vivre avec. Fait qu'il il crée un mur. Le mur, c'est, on veut pas que Westbrook se rende jusqu'à un pied du panier. Et le reste, là, on va vivre avec parce que son pourcentage efficace, là, c'est pas si nice que ça. Je trouve que pour son talent, là, son field goal, des fois, là, oh! Genre, je suis comme, wow! T'as-tu vraiment lancé 30 lancés? Puis, des fois, je suis très, très critique avec lui. Puis, le monde sont comme, ouais, mais je comprends pas pourquoi. Ben, j'essaie d'enlever le côté spectaculaire. Je comprends qu'il est spectaculaire. Je comprends qu'il y a un moteur. Mais l'an passé, quand j'ai checké les playoffs qui jouaient contre les Warriors, bien sûr, j'ai écouté toutes les games. Les 2 dernières minutes des games, là, j'ai pas été convaincu de sa capacité à amener une équipe genre jusqu'à la fin. Puis les 2 dernières minutes, j'ai trouvé qu'il était shaky. J'ai trouvé qu'il faisait des passes. Il a fait des passes dans les estrades. Je disais des passes dans les estrades dans les 2 dernières minutes, il faut le faire. Là, genre, c'est là que tu es concentré comme point guard. J'ai trouvé qu'il n'a pas trouvé Kevin Durant. Puis le monde va dire mais c'est la faute à KD. À un certain moment, c'est la faute au point guard aussi. Là, j'ai déjà été point guard. En tout cas, moi, mes entraîneurs, Jacques Paiement, dans le temps, it's on you. Genre, c'est sur toi. En fin de game, si la balle, on la veut dans les mains, à tel d'autre, puis tu y donnes pas, c'est ta responsabilité. Si sur le fast break, la balle est posée dans tes mains parce qu'on veut, dans les 2 dernières minutes, on veut pas que ce soit notre 3 qui monte la balle. On veut que ce soit notre 1 qui monte la balle. Moi, je pense que Westbrook est dans une situation tout de suite qu'un coach doit se questionner à savoir si c'est vraiment un point guard. Je pense depuis un petit bout, moi je ne pense pas que c'est un point guard. Je pense que c'est un shooting guard parfait. OK? Mais je pense juste pas que c'est un point guard parce qu'il n'y a pas la tête d'un point guard. Jamais je le prendrais dans mon équipe pour gagner un championnat. La raison, c'est que je ne saurais jamais, à chaque jour que j'irai à l'aréna, qu'est-ce qui va arriver. Genre, puis à chacune des possessions du quatrième quart, je serais tout le temps genre, bon, qu'est-ce qui va arriver? Fait que, tu sais, moi, c'est juste ce côté-là. Je voulais t'amener dans 5 ans, là, genre, parce que disons qu'on oublie ce monde-là, il y a d'autres point guards qui s'en viennent. Hier, j'ai checké un petit peu Lonzo Ball de UCLA qui va jouer aussi ce soir contre Oregon. Fait que je vais checker ça aussi. J'ai été surpris. J'entendais parler de ce gars-là comme d'une superstar. Puis, ben, c'est peut-être une superstar, mais c'est un joueur qui joue, c'est un distributeur de ballons. C'est quelqu'un dans c'est pas un point guard comme qu'on est habitué, les scoring point guards. En tout cas, ce que j'ai vu,
Je sais pas si tu l'as vu jouer chez là. Est-ce que tu l'as vu jouer quelques fois? J'ai vu un match. J'ai vu quand ils ont joué justement contre Oregon, le match qu'ils ont perdu au buzzer. OK. Puis comment tu l'as trouvé? Il a pas été très bon en première mi-temps, il avait été bon en deuxième. Il y a des outils qui sont indéniables. Il fait beaucoup penser à Jason Kidd il y a 25 ans à peu près Ouais, quand voilà. il jouait à California. Bon, après, c'est une comparaison qui est assez commune. Là. C'est pas, OK. il y a beaucoup de gens font le lien entre les deux. C'est un guard qui prend aussi quand même pas mal de rebonds, qui est grand. Je pense qu'il fait 6 pieds 5. Ouais, 6 pieds 5, 6 pieds 7, je sais plus trop, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu comme Jason Kidd, parce que Jason Kidd, une des plus grandes qualités qu'il avait, au-delà d'être un des 3-4 meilleurs passeurs de l'histoire de l'NBA, c'est que c'est peut-être, d'ailleurs, avec des gars comme Magic Johnson puis Oscar Robertson, le point de garde qui a pris le rebond dans l'histoire de l'NBA. Puis Kidd, Kidd était un peu Russell Westbrook avant Russell Westbrook, dans le sens triple-double, pas dans le sens de comment il joue au basket, parce qu'il jouait Non, non. mais dans le sens un point de garde qui peut vraiment remplir la feuille de stats avec un niveau physique dominateur, mais autre que Westbrook. Kidd était rapide, Kidd était gros, Kidd prenait du rebond, tu vois, puis j'étais pas le plus grand fan de Jason Kidd, mais respect sur la grande carrière qu'il a eue, puis Lonzo Ball est un petit peu dans le même moule, si on veut, puis après ça va être de voir, parce qu'il est pas non plus, il est pas très bon shooter de l'extérieur. Non, non, c'est ça. Avec un funky release un peu, donc c'est ça. Donc, Lonzo Ball, ben, je pense quand même que ça risque d'être un très très fort joueur en NBA, peut-être un All-Star, puis ça, ben, la suite des choses nous le dira, mais je pense que oui, effectivement, il fait partie de la prochaine vague, la prochaine génération. Ouais, mais j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, parce que disons, j'entends parler de quelqu'un, ça prend du temps avant que j'aille le voir, parce que je suis comme, ouais, c'est beau, j'ai juste 24 heures, je n'irai pas voir tous les prospects NBA, là, parce qu'il y a des limites. Mais à un certain moment, j'ai fait, OK, je vais m'asseoir, puis dans le fond, ce que j'aime, c'est d'écouter. Avec lui, j'ai écouté un 15 minutes. Là, je vais écouter plus ce soir aussi la game. Mais j'ai écouté comme un 15 minutes complet juste pour savoir un peu. Puis la première chose que j'ai vue en partant, c'est il drive dans le clé, hop, envoie la balle à gauche, envoie la balle à droite. Là, j'étais là, wow, OK, c'est ce style-là. OK, il est nice. Il y a une vision, puis il y a la taille aussi pour voir certaines choses que les plus petits point de guard n'ont pas. Quand tu peux voir par-dessus les lectures de pick and roll, puis voir le premier rideau, le deuxième rideau, puis tout ça, fait comme on dit pas des termes qu'on utilise beaucoup au Québec, mais les différentes couches de défense. De défense, ok, c'est cool. Pour voir par-dessus. Dis-moi, juste rapidement comme ça, là, disons, comment vous en Europe, là, comme tu vois, là, comment vous faites pour entraîner justement ces point de guard-là, donc des point de guard à devenir des point de guard professionnels? Là, parce que, tu sais, disons, au-delà du fait là, que moi j'ai fait un DVD de basket, là, je sais très bien qu'on peut dribbler, mais je pense qu'il y a un certain moment que c'est pas. Puis moi-même, autant que j'aimais ça dribbler, je pense que ma meilleure qualité en tant que point guard, ça n'a jamais été juste le dribble entre les jambes, tout ça. C'est comme plus. C'est plus pour moi, il y a plus de finesse. Puis je sais qu'en Europe, dans le fond, vous marchez beaucoup là-dessus, mais comment vous entraînez ça, là, comme ce côté-là? Là? Déjà, je te dirais, bon, puis ça déteint sur le point de garde peut-être plus que sur les autres positions, là, qu'on appelle meneur de jeu en France. Mais disons, les bons meneurs de jeu ici, on considère déjà comme concept fondamental que le basket, c'est un sport où le panier qu'on va scorer, on va le scorer à 5 et pas à 1, et pas autant qu'en Amérique sur des idées de match-up où la balle va aller dans les mains de. Ça, tu sais, c'est des concepts qui sont assez imprimés par la NBA puis qui rejaillissent vers le bas après. Mais la NBA, c'est un championnat aussi qui a des règles particulières, qui t'as pas le droit d'être. T'as pas le droit d'être en aide vraiment dans la NBA, t'es obligé de traverser la clé au complet, la raquette au complet, donc c'est soit presque tu fais un double team, Non, ou c'est ça. tu viens pas du tout. Donc à partir de là, ben, ça devient plus intéressant d'avoir l'idée de mettre la balle dans les mains d'eux. En Europe, tu te rends compte que même aussi des joueurs qui ont joué NBA, nous on en affronte presque, peut-être pas toutes les semaines, mais il y a plein de joueurs qui ont mis les pieds en NBA qu'on voit dans nos championnats. Il y en a plein là-dedans qui sont à 8 points de moyenne ici, hein, qui sont même pas très bons parce que je veux dire, ils sont surpris de voir comment la défense collective est organisée, puis que si tu veux nous scorer dessus, tu vas scorer contre 5 joueurs et pas contre un joueur. Voilà. Donc, du coup, de dribbler.
à chaque dribble que tu vas rajouter, c'est peut-être 30 cm en plus que l'aide va se compacter sur toi puis tu n'as pas trop d'intérêt à le faire. Donc, et l'autre chose qui est importante culturellement ici, c'est que le sport prédominant de l'Europe, c'est le soccer. Et au soccer, tu peux pas prendre la balle puis aller la scorer toi-même. Je veux dire, même quand Lionel Messi fait quelque chose d'incroyable, il en passe peut-être 3 ou 4, mais tu ne passeras pas 11 joueurs de ta baseline jusqu'à l'autre bout pour aller scorer. Donc, c'est considéré. Puis ça marque les esprits parce que dans la tête des gens, le but que tu vas aller marquer au soccer, tu vas faire peut-être 25 passes pour y arriver. Puis, donc, ça rejaillit sur le basket aussi. Puis comme le basket, mais ça déteint sur la NBA, comme le basket est rendu un basket de pick and roll, ben ça fait longtemps que ça l'est en Europe, ça fait moins longtemps que ça l'est en NBA. Mais donc, du coup, le point guard, à la base, il a intérêt à être un très, très bon joueur de pick and roll. Puis d'être très fort dans ses lectures sur le terrain. Donc là, on n'est même pas en train de parler de dribble. Donc bien sûr, il faut que tu aies des bonnes mains, puis il faut que tu le développes. Ça, nous, on en fait dans le travail individuel qu'on fait. Nous, on a par exemple, on s'entraîne 8 fois par semaine, du lundi au vendredi. Donc, on a 3 séances de travail individuel, on a des séances collectives, on a une séance de préparation physique, plus les 4 muscu. Donc, en final, si tu rajoutes la muscu, il s'entraîne 12 fois, donc c'est beaucoup. Mais disons, par exemple, nos séances individuelles, ben oui, on en fait 15 minutes, 10 à 15 minutes de ball handling, un peu comme tu parlais de ton DVD que tu as fait à l'époque. Parce que ça te développe ta dextérité, ta concentration, ta coordination. Donc, bien sûr, on va le faire, puis on le fait avec les grands aussi, hein, pas plus avec les point guard que mes gars de 6 pieds 10, ils font la même dextérité. Tout le monde l'a fait. Tout le monde, c'est un ballon, c'est notre sport. C'est le sport du basket. Si je veux que mon grand il attrape la balle sur les pick and roll puis qu'il finisse avec sa main gauche, il a intérêt à avoir des bonnes mains autant que le point guard. Mais comment vous allez chercher le côté un peu plus justement lecture de jeu? Là? Parce que moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé beaucoup dans le coaching. Là. Comment vous autres ont un jeune de 16 ans, là, comment tu fais de dire, OK, il est vraiment athlétique, mais là. Ben, ça dépend. Déjà, ça dépend des sets que tu joues en attaque. Ça dépend de la quantité de breakdown que tu fais, puis ce que nous on appelle le matériel pré-collectif. Par exemple, nous, dans les centres de formation, on fait beaucoup de. Nous, on a on a des set plays de 3 contre 3, on a des set plays de 4 contre 4. Parce que nous, par exemple, faire du 3 contre 3, puis juste dire leur donner une balle, puis à 3. Puis, moi, par exemple, je sais que historiquement, moi, j'ai été joueur aussi, pas aussi haut niveau que toi, mais disons, jusqu'à ce que je devienne coach quand j'avais 20 ans. Puis j'ai continué à jouer un peu après. Si on fait du 3 contre 3, qu'on s'amuse, ben, on va juste. En réalité, c'est 3 games de 1 contre 1 combinés. C'est souvent ça que ça ressemble. Puis là, on va se dire, ben, tiens, prends la balle, puis joue. Puis après, ben, si mon joueur va aider, tu me la lâcheras, puis tout ça. Puis bon, OK, mais l'avantage, il est créé par un joueur sur un défenseur. Alors que, donc ça, nous, on fait jamais ça ici. Nous, on va plutôt dire, par exemple, on va le démarrer avec un pick and roll à 45 degrés avec un gars dans le coin du même côté. On va en avoir un que le gars, au lieu d'être dans le coin du même côté, va être à l'opposé. Donc, ça va changer les reads défensifs. Donc, ça va changer les reads que ton attaquant doit faire, ton point de garde sur les reads défensifs. Puis après, ben, peut-être, là, c'est même pas lui qui va faire, il va peut-être même pas être impliqué dans l'écran, mais il va avoir un écran à l'opposé de la balle avec un angle prédéterminé. Donc, en fonction de si l'attaquant, il curl, est-ce que le défenseur, il joue comme ça? Est-ce que le défenseur, il drop? Est-ce qu'il se monte fort? Est-ce que vous l'arrêtez quand ça joue? Est-ce que tu fais juste partir? Aujourd'hui, on part la séquence comme ça, puis là, je vous laisse découvrir, puis je vous laisse aller. Genre, puis après ça, genre, par exemple, on va avoir 4 ou 5 sets, par exemple, de 3 contre 3. Puis on va dire, mettons, je sais pas, on fait une game de 15 points, mettons. Puis le set de 3 contre 3, il est court. C'est-à-dire, c'est une entrée en réalité. C'est-à-dire, commence avec le pick and roll à 45, où on commence avec un horns dans le milieu, avec les deux bigs, par exemple. On prend le premier pick and roll, toi tu roules, toi tu sors derrière, puis à partir de là, vous jouez. Donc il va en avoir des 1 contre 1 de toute façon. Oui, c'est ça. Il va en avoir des situations peut-être qu'ils ont switché, puis là, il faut avoir la nuance de on va jouer le mismatch, puis si on joue le mismatch, comment on va le jouer le mismatch, par où on va aller le jouer, où est-ce qu'on veut le laisser passer sur le terrain notre mismatch. Mais toutes ces situations-là vont partir de choses qu'ils vont voir en game, que ce soit par exemple, tu dis, ben, parce que la game de pick and roll est tellement évoluée, je sais pas, puis chaque coach aurait une façon différente de le voir, mais bon, ton pick and roll, c'est vague, mais est-ce que tu le joues en tête de raquette, là, comme ils disent ici, comme dans l'axe panier-panier, ou est-ce que tu le joues à 45 degrés, est-ce que tu joues avec ton point de garde, est-ce que tu joues avec ton 2, est-ce que tu crées un écran sur le screener qui va venir mettre le pick and roll, est-ce que tu fais plutôt un écran sur le gars qui va recevoir la balle, est-ce que tu fais les deux, est-ce que tu as énormément de paramètres. C'est ça. Sur une période de 6 ans en centre de formation, on va essayer d'un petit peu toucher à tout ça pour qu'après, ben,
en fonction de ce qu'ils se font demander en pro, pour ceux qui y arriveront, ben, ils ont déjà des notions assez évoluées de je fais quoi quand ça edge, je fais quoi quand ça switch, je fais quoi Ouais, ben c'est ça, mais ça juste, flash. c'est juste que leur cerveau il a été touché à plein de possibilités, parce que je pense que c'est Ah, puis aussi qu'ils ça, là, tu fassent sais. Parce des que milliers et des milliers de. ben ça, les décisions en tant que telles, tu sais, ça restera toujours, faut que tu les fasses sur le terrain. Fait que je pense qu'il faut, Mm. plus tu mets des situations différentes, justement, mais que tu les forces un peu à être dans ces situations-là, plus les jeunes et les moins jeunes aussi, tu sais, à un moment donné, on va penser qu'ils font des automatismes, mais en fait compte, c'est juste que c'est une répétition de décisions qu'ils ont prises il y a très longtemps. Question, Exact. justement, tu me parlais de ça. Est-ce que ça existe en Europe, les sortes de scrimmage un peu, genre un peu plus laisser aller? Ou c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment? Parce que je sais qu'ici, ça n'existe pas. Ben, ça existait quand nous, on en faisait. Mais là, après ça, ça a comme. C'est disparu à moitié un peu. Je sais qu'aux States, présentement, c'est avec les EU comme parti par-dessus ça. Fait que là, maintenant, ça existe. Ça a l'air que les parcs sont un peu vides, là. Mais est-ce que ça existe en Europe Mhm. d'aller des bons joueurs qui vont au parc puis qui jouent, ou des jeunes qui jouent, ou pas? Moins qu'avant. Ouais. L'ère de gloire des playgrounds nord-américains, ça a correspondu à une certaine ère de gloire des playgrounds ici en Europe. OK. Sans dire que ça joue pas du tout, ça joue un petit peu, mais ça se structure un peu plus. Par exemple, il y a le Nike Hoops Factory là, qui a été construit à Paris il n'y a pas longtemps. Donc, tu sais, un super beau terrain intérieur avec du basket tout le temps. Tu peux jouer un terrain. Bon, en tout cas. Et bref, les choses se sont structurées. Je pense que moi, est-ce que je suis nostalgique de ça? Peut-être un petit peu pour le feeling humain que ça donnait, mais nous, il ne faut pas oublier non plus que à mon avis, quand on s'organisait des scrimmages, parce qu'on n'avait rien d'autre aussi à faire, on n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, parce que je pense que si, exemple, au lieu de faire un scrimmage, quelqu'un avait créé une équipe d'été avec des vrais workouts individuels, on y aurait participé avec joie, puis ça aurait sans problème remplacé peut-être les scrimmages qu'on aurait fait. Ouais, Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je me dis souvent mais la c'est même sûr que chose. c'est un petit côté charmant de se dire qu'on se passait des coups de téléphone pour se dire hey, on va aller jouer au cégep 5 fois à 8 h mercredi soir, t'es-tu là, puis nanana, puis on y allait, puis ça va être le fun. Puis c'est vraiment moi, c'est des souvenirs impérissables dans ma tête, mais je Et moi, reste conscient. le gros souvenir que j'ai de ça, en fait, c'est un souvenir un peu plus négatif. C'est que, ben, négatif, mais positif sur the long run, un peu. C'est que quand j'allais, moi, je me déplaçais des fois tout seul, ou je me déplaçais avec un ami, puis on allait au parc marchand en ville, à Limoilou. Fait que là, je prenais mon bicycle, puis là, je m'en allais au parc marchand. Puis là, dans le temps ça jouait fort un peu, puis j'étais un petit peu, j'étais pas le meilleur encore. Ça a pris du temps. Puis je me faisais un peu ramasser par les gars. Fallait que tu gagnes tes games, sinon tu t'en allais sur le côté. Tu jouais contre des plus vieux. Je me rappelle, toi tu connais Kiwi. Fait que j'ai joué contre Kiwi, puis il m'avait ramassé à maner. Tu sais, j'étais comme. Je m'en allais y faire un écran pour genre. Dans son défenseur, pour qu'il puisse aller genre Hollywood ou n'importe quoi. Mais au même moment, il y a eu un shot. Fait que là, la fois, j'ai fait un écran pour qu'il aille au rebond. Fait que là, le jeu est comme arrêté, puis il dit c'est qui lui qui me fait des écrans là pour que j'aille au rebond? Là, tu sais, moi, j'étais comme le nouveau de la gang, là, tu sais, qui essayait juste de se faire un petit nom et d'être sur le terrain. Fait que je m'avais juste fait barloper. Mais je trouvais que ça, je trouve que ça, dans le fond, mais moi, ça m'a éduqué, genre, tu sais, comme joueur de basket, à fermer ma gueule, à jouer en défense comme un défoncé, tu te fais pas prendre un rebond. Je veux dire, quand tu joues, genre, contre des plus vieux, là, genre, box out, là, genre, tu sais, tu veux-tu pas te faire prendre un rebond offensif puis que la game finisse sur toi? Tu sais, tu comprends? Puis, tu sais, jamais tu prends une shot de 3 points quand t'es pas wide open, mais si t'es wide open, t'es mieux de la prendre puis t'es mieux de la mettre dedans. Tu sais, tu comprends? C'est comme, fait que, tu sais, ça mettait une sorte de pression sur le plus jeune Je suis qui apprenait sur d'accord. le plus vieux. Puis ça, je trouve que moi, là, ça a été une école de vie. Hey, quand j'ai joué, j'en parlais avec Martin Vaillancourt, mais quand je me faisais inviter dans le temps, puis je jouais contre Franck Sérix Élysée, hey, j'avais juste Ouais. 15 ans, là. Il me brassait, puis c'est comme, il voulait gagner, là, puis il allait vite, tout ça. Fait que moi, là, genre, j'attachais mes souliers. Fait ce côté-là, un petit peu, c'est le côté qui me manque un peu là, au niveau culturel, là, que je trouve que des fois, on, on a laissé un peu de côté, là, puis on dirait qu'on a comme on a oublié, en laissant ça de côté, on a oublié qu'il y avait, au niveau culturel du sport, il y avait quelque chose de très intéressant avec ça, dans le basket, entre autres. Là. C'est ce que je trouve, là, entre autres. Là. Ben, moi, je pense que là où je te rejoins, c'est que ce que ça avait de très bon cette époque-là, parce que, tu
moi, je pars du constat qu'il n'y avait pas nécessairement grand-chose qui était organisé pour nous l'été. Puis c'était le cas à plein d'endroits, parce que comme je dis, je pense que le playground, ça a quelque chose de magique, de culturel de notre époque, mais c'était aussi un peu là par défaut, parce que il n'y avait pas nécessairement ce que nous, on aurait peut-être souhaité avoir une vraie équipe d'été, puis continuer à jouer les games, parce qu'on aurait choisi ça. Mais effectivement, c'était très bon pour développer notre compétitivité, parce que ce que tu as vécu, moi je l'ai vécu sur les playgrounds aussi. On a joué souvent dans ces mêmes ligues-là ou ces mêmes scrimmages-là, parce qu'on avait le même âge. Puis tu sais, comme toi, tu avais des match-ups, comme tu dis. Je me rappelle d'avoir joué avec Franz-Éric Élysée aussi à Saint-Charles-Garnier. Là, il était monstrueux. D'ailleurs, ça m'a rappelé des beaux souvenirs quand tu en as parlé dans le podcast avec Martin, parce que ça faisait longtemps que j'avais pensé à Franz-Éric Élysée, mais c'était vraiment... Je sais pas si c'est mon œil de petit gars qui Je pense pas. était déformé, mais dans ma tête, il était gigantesque. Ça n'a pas rapport, même. Il me semble son épaule, quand elle rentrait dans ton chest, elle avait un petit quelque chose en plus. Bon, moi, c'est pas lui que je défendais directement, mais bref, tout ça, ça a beaucoup de charme d'y repenser, mais je pense que si tu veux, le fait que la culture playground elle est un peu disparue parce qu'en fait, on a trouvé des solutions, les équipes d'été se sont créées, donc on a mis des conditions meilleures pour les jeunes. Puis c'est ce que je regrette même un petit peu aujourd'hui, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, je suis absolument pas nostalgique, je pense qu'ils sont plus forts que nous on était à Ouais. l'époque. Tellement facile dans tous les sports de dire ah, les gars étaient tellement meilleurs avant, ou nous, on était meilleurs, ou tout ça, ben c'est bon, tu sais. J'ai envie de dire, c'est comme quand Oscar Robertson, l'an passé, il dit, ouais, Steph Curry n'aurait pas fait ça à notre époque. C'est comme, ok, regarde un game tape des années 60, puis explique-moi. Moi, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps Wilt Chamberlain, sans rien lui enlever, scorer des points, mais je veux dire, personne n'y touche. Ouais. La défense, c'est un concept qui est assez récent dans le basket, puis que les gens ils arrêtent de me remettre des images, parce que je sais ce qui t'arrive quand tu parles d'un sujet ou d'un autre, puis là, les gens t'aspergent de commentaires ou de vidéos. Ben oui, on peut tirer des vidéos des séries des Knicks puis des Bulls dans les années 80. Mais là, c'était des comme, abrutis, eux autres, là. Ouais. Bon, OK, il y a quelque chose, mais tu sais, il y a aussi une raison pourquoi les games dans les années 80 finissaient souvent 128 à 124. Tu sais, ça défendait pas tant que ça. Puis, comme Steve Kerr l'avait dit avec ironie l'année passée, oh yeah, we all know that athletes were so much more fine-tuned back in the days. Tu sais, comme, les gars aujourd'hui sont 10 fois plus gros. Tu sais, Ils s'entraînent à l'année. Hey, je m'emporte un peu, mais tu sais, Isaiah Ryder, il a gagné un concours de dunk en faisant un dunk entre les jambes. Maintenant, c'est rendu que les gars, ils font un dunk entre les jambes, ils ont 6 dans le concours. Ouais, c'est ça, là. Oublie les ça. gars, ils font 3,60 entre les jambes de la ligne de lancer franc. Non, mais je pense que la nostalgie des gars, par exemple, les gars comme MJ, les gars comme Charles Barkley, que tu entends des fois, je pense que ça vient, par exemple, de ce que je t'ai parlé. Puis, moi, je le vis aussi des fois quand je vais voir des games au Rouge et Or ici, ou quand je vais voir des games un petit peu. Tu sais, je me déplace. J'essaie de voir des games locales un peu. Quand j'ai coaché avec des jeunes, tout ça. Tu sais, je leur en veux pas, genre, aux jeunes, tout ça. Puis, tu sais, je veux pas à personne. Je trouve que tout le monde vit sa réalité. Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, ben, nous, dans le temps, tu sais quoi, mais moi, le gars, il va dire, ouais, mais moi, je vis maintenant. Tu sais, j'ai aucune idée de ce que tu parles. Mais ouais. il y a une chose que je vois, c'est que au niveau compétition, genre, Mais c'est ça que j'allais dire. il y a une petite touche, le genre de, hey, man, dans le temps, on en perd pas. Non, mais il y a une touche qui s'est perdue, ça c'est sûr. C'est là que j'allais en venir, parce que faut pas dire qu'avant c'était mieux. Moi, je pense qu'avant c'était moins bien. Mais justement, le fait que les joueurs d'aujourd'hui sont mis dans des conditions qui sont beaucoup plus optimales, et ça dans beaucoup de niveaux. Moi, je le vois avec mes gars ici, puis c'est pas une flèche que je leur lance, c'est juste un constat que je leur fais, puis je leur dis devant eux. Des fois, ils ont tendance, parce qu'on s'entraîne tellement que il y a un moment dans l'année où, puis ça arrive, j'en parle avec mes collègues qui coachent d'autres centres de formation, il y a un moment dans l'année où les gars, ils vont, en bon anglais, on dirait they go through the motions. Yeah, c'est ça. Puis des fois, tu sais, il faut juste prendre une pause pour se dire, les gars, là, le gym où vous vous entraînez à tous les jours, là, il y a comme 3000 quelques places dedans, tu sais. Vous pratiquez là à tous les jours. Vous avez une salle de muscu qui est juste en haut de l'escalier. Il y a un préparateur physique qui travaille avec vous. Vous avez 8 entraînements semaine. Vous avez des séances de travail individuel, par exemple, avec moi, avec l'assistant coach des pros qui va venir aussi avec nous. Vous avez un retour individuel vidéo pour tous ceux qui ont joué un certain nombre de minutes et un certain nombre d'actions. Donc moi, par exemple, je vais faire un retour toutes les semaines avec les joueurs sur les actions qu'ils ont fait dans la game de la semaine passée. Vous avez une séance de vidéo préparation de scouting pour l'adversaire qu'on va jouer la semaine d'après. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, t'as à peu près tout cuit dans le bec. Là. Dans le temps, nous autres. Comme,
on n'avait pas ça. Fait que, Non. mais je trouve que justement, nous, comme on n'avait pas ça, ben justement, si tu voulais jouer, ben fallait, comme toutes les gyms étaient fermés, ben fallait que tu ailles au parc marchand, ou fallait que tu ailles au Au Desjardins. Desjardins. Puis il y avait 50 personnes, puis il y en avait rien que 10 sur le terrain. Fait que si tu perdais, ben t'attendais 1 heure avant de rejouer. Fait que t'avais intérêt à gagner. Tu prenais pas les shots que t'avais pas à prendre. Comme tu dis, tu boxais out parce que tu voulais pas que ton gars il prenne le rebond. Puis au final, ben, tu devenais compétiteur, puis tu devenais. Ah, mais disons, puis c'est ça, puis disons, exemple, là, tu faisais des écrans aux meilleurs joueurs pour qu'il y ait la shot finale. Tu sais, genre, Ouais, c'est comme juste, tu faisais, tu sais, autant tu peux faire des skills, moi je faisais des skills à côté, mais quand tu arrives dans ces games-là, des fois, c'est comme si, c'est comme si c'était la rue, genre, la vraie rue, genre, c'est comme, tu sais, tu vas faire un ouais, écran au meilleur joueur. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur joueur, puis tu veux gagner la game. c'est ça. Puis, tu sais, C'est je suis ça. comme au bout de la ligne, là, c'est comme c'était plus. Tu sais, moi, j'ai beaucoup appris avec ça. Puis, tu sais, je suis conscient, tu sais, que, tu sais, je veux pas nécessairement reproduire ça parce que, tu sais, c'était pas idéal non plus sur plein d'aspects. Sauf que moi, je pense que ça a la tendance à créer peut-être. Disons que tous les athlètes sont meilleurs. OK, maintenant, disons, moi, je pense que tous les athlètes, disons la plupart, là, disons, sont juste Mhm. meilleurs. Là, disons, ils lancent mieux, ils dribblent mieux, Ouais. tout ça. Sauf que je ne pense pas que les meilleurs sont meilleurs. OK? Je m'explique, dans le fond, c'est que je pense que tout le monde, le niveau vers le bas a monté. OK? Là, tout le monde qui était poche avant sont rendus bons. Mais pour passer au niveau supérieur, OK? Puis moi, c'est ce que je vois dans mon entourage, ça, pour passer à un next level, ben, dans le temps, les dudes, là, ils s'entraînaient déjà fort. T'sais, moi, je peux pas dire que je me suis pas entraîné fort dans ma vie. Puis, j'ai trouvé des solutions. Fait, je me dis, les meilleurs, genre, dans le temps, genre, eux, la crème de la crème, là, ben, sont encore en ouais, mais on était plus compétitifs. On avait les mêmes skills que toi, mais on s'arrachait la tête. Fait, je pense que c'est un petit peu ça qu'on voit puis dans les Ouais, je pense discussions que tu vois dans l'NBA un peu, t'as c'est un raison. petit peu ça. T'as, t'as raison, je pense que c'est un peu ce qu'ils disent. En fait, la vraie question, c'est quoi être le meilleur, puis est-ce que c'est d'avoir le plus grand différentiel par rapport à ton époque, ou tu sais, par exemple, peut-être le cas le plus classique Ouais. dans le basket, c'est Will Chamberlain, tu sais, quand il faisait 50 points par game. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire s'il jouait dans l'NBA d'aujourd'hui, il ferait pas 50 points par game. Je pense qu'il serait bon, mais je pense pas qu'il ferait 50 points par game. Ou par exemple, qu'est-ce que dans les profils de ce joueur-là, qu'est-ce qu'un Shaquille O'Neal motivé aurait fait dans les années 60 comme stats, mais bon, personne n'a Ah la non, vraie c'est ça. réponse à Non, ça. non, On non. peut comparer les époques, on peut pas le faire. Moi, ma perception un petit peu de ces situations-là, je pense qu'effectivement, les athlètes d'aujourd'hui sont moins compétiteurs et gagneurs parce que les mecs, les mecs, je suis en mode mon français de France, mais les gars, les gars aujourd'hui, c'est des chums, ça tweet, il y a la génération Internet, du social media, puis ok, ça c'est correct aussi parce que chacun vit avec son époque, puis à l'époque, il y a peut-être un peu plus de rivalité, puis là, les super teams, puis machin. Bon, ok, ça je veux bien. Après, la vraie question, c'est est-ce que les joueurs qui ont été dominants, qui ont été les meilleurs, ils sont meilleurs parce que autour d'eux c'était plus faible, puis on a l'impression que le gap était plus grand, ou ils étaient réellement meilleurs? Parce que, tu sais, c'est toujours, par exemple, si tu compares Jordan et Magic Johnson, tu sais, on va dire, Jordan, ceux qui sont, il y en existe, hein, des détracteurs de Jordan un petit peu, pas qu'ils disent qu'il était pas bon, mais qui vont dire, par exemple, ouais, mais Jordan, il a jamais affronté personne, entre guillemets. C'est-à-dire que il a gagné 6 championnats, mais il n'était pas en même temps que Larry Bird. T'sais. OK. Donc, il n'était pas en même temps que. Il y a du monde qui dit ça? Qui est le. Il y Oui, a du- oui, non, non, mais par exemple, Non, mais il y a du si monde, je finis le point, il y parce a que du monde qui dit ça. Je savais pas qu'il y avait du monde qui disait des choses comme ça. non, 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 mais ben oui, parce qu'ils vont dire, exemple, Jordan, il a gagné 6 championnats. Ouais, c'est ça. Bon, les joueurs qu'il a affrontés en finale, il a affronté Barkley, mais Barkley, dans l'histoire de l'NBA, il n'a jamais gagné un championnat. Il a affronté Magic Johnson vieillissant, bon, la dernière version de Magic Johnson. Malone, Il a affronté Clyde Karl Malone. Drexler. Karl Malone. Le meilleur joueur que Jordan a affronté en playoff, c'est Karl Malone, deux Ouais, fois, qui a été ouais, mais lui, dans l'Est, mais dans l'Est, par exemple, il y avait Détroit, là, aussi. en fait, Puis le New York, principal rival eu sur la durée, ça a été Patrick Ewing c'est dans ça. l'Est. New Parce York, qu'il y a c'est ça. il y a eu un peu Détroit au début, mais c'était la fin des Bad Boys. Vrai. Après, il y a eu Reggie Miller un petit peu, mais Reggie Miller dans l'histoire de la NBA, c'est pas non plus Patrick Ewing. Mais pour moi, sauf que
est-ce que Jordan, il est si fort que ça? Parce que justement, la raison pourquoi il n'y en a pas un qui a gagné un championnat, c'est parce que Jordan les a tous gagnés. Ou C'est alors, ça. et qu'en réalité, si Magic Johnson, par exemple, avait été du niveau de Michael Jordan, peut-être que Larry Bird n'aurait jamais gagné un championnat. Ou alors, c'est réellement parce qu'il n'y avait pas de joueurs à cette époque-là, puis donc, ils ont tous gagné. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. Tu vois? Fait que c'est compliqué de dire qui est plus fort, qui est moins fort. Puis là, tu as toujours les anciens qui disent ouais, mais à l'époque, dans les années 80, c'était plus tough. Il y avait Bird et Magic. Il y en a un qui a gagné 5 fois, Ouais. l'autre a gagné 3 fois. Non, moi, Ouais, mais si. je suis pas tant, moi, je suis pas tant un gars d'époque, tout ça, là, tu sais, je pense que justement, chacun a son époque, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plus de voir, tu sais, disons, le sport en termes que, tu sais, oui, on peut créer des skills sur le monde, mais tu sais, est-ce qu'on est capable, genre, avec la structure qu'on a actuellement, est-ce que ça crée, genre, des athlètes qui ont un caractère vraiment de tout ça en même temps? Mm. Puis c'est un petit peu ça que je me demande un peu là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une réflexion à faire, en effet, tu sais, puis c'est ce que t'apporte le fait d'avoir un centre de formation puis que le monde soit bien formé, tout ça. Mais tu sais, je suis sûr que ça a du positif. Là, je suis sûr que ça permet Après, d'avoir des parties vraiment enlevantes aussi. Mais est-ce que ben après on est capable de fournir le, le prochain numéro un de la NBA avec ça? C'est ça la question. Tu sais, un petit peu. Je me demande, genre, ouais. de où il va venir. Mais l'avantage, courte parenthèse là-dessus, mais l'avantage d'un centre de formation, c'est que nous aussi, quand on allait jouer sur un playground l'été, puis que, par exemple, toi, tu dis, tu te retrouvais contre Franz-Éric Élysée, moi, je me rappelle de me retrouver contre le point guard du Rouge et Or, ou le point guard de 5x3, quand moi, je jouais à Rochebelle, par exemple, je venais de 2A. Bon, c'était bien pour nous autres, sauf que concrètement, notre système sportif faisait en sorte qu'on ne pouvait pas les affronter autrement. Ouais, voilà. Alors que moi, par exemple, pas plus tard que ce midi, par exemple, moi, j'ai un big man qui est bien lancé pour devenir pro. On va toucher du bois pour qu'il ne se blesse pas et qu'il continue sa progression. Sauf qu'aujourd'hui, comme il s'entraînait avec le centre de formation, nos deux jeunes big men, donc on a un jeune big man de 6 pieds 9 qui est né en 2001, donc il a à peine 15 ans, puis un autre de 6 pieds 7. Ben, eux, ils sont entraînés contre lui aujourd'hui, qui a 4 ans de plus qu'eux. Donc, ils se sont Ah fait ouais, c'est ça. dunker sa gueule. Mais ils se sont-tu Pas à fait peu près. ils se sont-tu fait varloper au niveau, genre, moi, puis on va finir avec ça aujourd'hui, mais c'est juste, moi, ce que j'aimais, je comprends, là, au niveau basket, genre, ça, c'est vraiment nice, mais moi, ce que j'aimais, genre, c'est de te faire dire, vu qu'il n'y avait pas de coach dans le gym, genre, que le plus vieux ou le meilleur, il fait juste, genre, toi, là, ferme ta gueule, genre. C'est comme, toi, là, fais ça, genre, tu sais, comme, puis genre, tu sais, vraiment aller chercher des trips un peu plus, là, tu sais, ben, tu sais, c'est juste, Hmm. ça, je pense que ce côté-là du playground, il sera jamais présent dans un gymnase encadré, là. Non, je pense que non non plus. Mais ça faisait partie de. C'est le charme du truc aussi. Puis tu sais, tu voulais que le meilleur joueur de ton équipe prenne la shot parce que tu disais si c'est moi qui apprends, je mets pas dedans, on va passer 1 heure sur le côté, puis tout le monde va Exact. être fâché contre moi. J'aime mieux faire le screen puis me sacrifier. Tu sais, Voilà, ça c'est fait ça. partie Écoute, hey, c'était nice, de- toujours de prendre du temps aujourd'hui pour Ball Don't Lie. Ça amène des belles discussions. Là. Les prochaines fois, on va parler, là, je veux qu'on parle de la relégation. Relégation, dans le fond, je pense que chez les jeunes, vous avez ça aussi, hein, promotion, relégation. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler, de voir ben, en tout cas, justement, que tu me dises un peu comment ça fonctionne. Des fois, je n'entends parler. Ouais. Après ça, on n'a pas parlé des 3 points. Là, aujourd'hui, je voulais en parler, mais on a parlé des points de garde un peu plus longtemps. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de 3 points man, de ce temps-ci. Moi, ça me fait capoter. Fait que je voulais qu'on en parle un petit peu. Puis aussi, je parlais aussi du fait que les jeunes, genre, donc, que je regarde. Hier, j'ai écouté une game NCAA, tout en me rendant compte que tous les joueurs qui étaient sur le terrain étaient pas payés pour 2 scènes. Et je sais que, tu sais, dans le fond, en Europe, c'est pas le cas. Genre, fait que je me demandais, je veux qu'on ait du temps pour parler de ça un peu, de cette logistique-là, là, le fait que le monde y gagne de l'argent beaucoup plus tôt, peut-être, là, puis que quel système est un peu le meilleur à ce niveau-là. Fait que je trouve que ça a été cool de passer du temps là-dedans. Alright? Fait que, on se Pas de problème. reparle quand même bientôt. Yes, J'aime bien ça. On avance. on avance. Faire Alright, man. progresser. Yes, C'est à bon, man. plus. À plus, Chuck. À plus. Ciao.